cette nouvelle saison des 12-14. Donc moi, je suis Michèle Daran, je suis la nouvelle aussi présidente d'Un Toit pour tous. Et c'est vrai que les 12-14 qui sont une vieille institution pour Un Toit pour tous, ont pris un nouveau visage grâce ou à cause du Covid, comme vous pouvez l'imaginer, parce qu'on a institué cette forme nouvelle de dialogue, ce média nouveau qui nous permet à la fois d'être tous, d'être là et puis d'être loin, mais de continuer finalement les objectifs qu'on poursuit avec les 12-14, qu'Un Toit pour tous poursuit avec les 12-14 et Un Toit pour tous et ses partenaires. Donc, c'est vrai que les 12-14, ce sont des petites séances organisées de façon mensuelle sur des thèmes qui concernent bien sûr le logement et l'hébergement, le logement aussi des plus défavorisés, voire des plus éloignés du logement. Et l'idée, c'est d'arriver à sensibiliser, à mobiliser, à interpeller et aussi à fédérer les acteurs des politiques publiques du logement, mais à sensibiliser le public autour de ces questions. Voilà. Donc, il s'agit de produire de la connaissance, c'est-à-dire d'essayer de réunir un certain nombre d'éléments qui nous permettent à tous de réfléchir collectivement, et puis aussi d'interpeller, de poser des questions à des responsables, les responsables que nous sommes parfois déjà, et à prendre différentes positions pour nous interpeller collectivement et faire avancer la cause autour des enjeux du logement à une échelle locale, bien sûr, pour l'instant. Donc, les 12-14, ce sont des séances mensuelles, des rencontres mensuelles. La prochaine aura lieu au mois d'octobre et c'est autour des questions du DALO, du droit opposable au logement. Et pour l'hébergement aussi, DALO, DAO, hein, comme on dit. Et nous aurons ensuite, pour terminer l'année, Loger les plus vulnérables, une semaine, 4 jours de séminaires intenses autour de la question du logement, donc des plus vulnérables, avec toute une série d'interventions et de débats et de discussions entre le 22 et le 25 novembre. Voilà. Et cet, cet événement, voilà, est organisé avec nos partenaires habituels que sont la Fédération des acteurs de la solidarité et APSIS, donc la Fédération des bailleurs sociaux de l'Isère. Et bien sûr l'université, ici, qui est très bien représentée ici aujourd'hui, avec Adriana Diaconou, qui va donc pouvoir commencer à entamer cette séance et qui nous suit bien sûr avec le laboratoire Pacte, qui nous suivent dans nos travaux et qui nous accompagnent. Voilà, elle fait d'ailleurs partie de l'OHL, l'Observatoire de l'hébergement et du logement, qui est une des entités de l'association Un Toit pour tous. Voilà, j'arrête de parler et éventuellement je réinterviendrai après, mais sur le thème qui est celui d'aujourd'hui. Donc, je laisse la parole à Adriana. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michèle. Merci pour cette mission d'animation et merci aux organisatrices de ce 12-14 et bien sûr aux intervenants que je veux introduire dans quelques minutes. Donc, cette séance porte sur l'habitat intercalaire dans son rapport aux transitions urbaines. Et pour comprendre cette relation, il me semble important de replacer cet habitat intercalaire dans le contexte de l'intérêt croissant pour l'urbanisme transitoire. Peut-être pour commencer par une définition simple qui deviendra plus complexe au fur et à mesure des interventions et des débats.
L'habitat intercalaire consiste dans l'utilisation des logements, des locaux inoccupés, des terrains vacants pour héberger de manière temporaire des personnes à la recherche d'une solution de logement. Donc, on peut dire que c'est quelque chose d'équivalent au système de l'hébergement d'urgence, sauf qu'il s'agit des réponses ou des formes alternatives. Et donc, on va s'intéresser aux formes, au processus de cet habitat intercalaire. Donc, comme je disais, pour replacer l'habitat intercalaire aussi par rapport à cet intérêt croissant actuel pour l'urbanisme transitoire et pour montrer aussi pourquoi il s'agit d'un sujet d'actualité, mais aussi d'une nouveauté à explorer, donc de pratiques en cours de construction avec des tâtonnements, des expérimentations, mais qui méritent toute notre attention. Je vais essayer très rapidement d'amener quelques éléments de cadrage de cette question de l'habitat intercalaire en faisant converger deux points de vue. Le point de vue de l'habitat des plus fragiles, qui nous anime tout particulièrement aujourd'hui, mais aussi le point de vue de l'urbanisme et des pratiques de la fabrique urbaine. Sachant que donc, ces deux champs d'action ont été traditionnellement assez séparés et dans les politiques actuelles, on ressent encore cette séparation. Donc, 4 points pour parler de ce sujet, pour introduire l'actualité de ce sujet. Donc, il s'agit tout d'abord d'utiliser le potentiel de logements vacants, des locaux, des terrains. C'est une alternative à d'autres tentatives d'utiliser des logements vacants, notamment dans le parc privé, de mobiliser le parc privé. Mais là, il s'agit d'essayer d'autres manières de faire avec une maîtrise par les acteurs publics, parapublics et leurs partenaires de ces logements ou du foncier. Du point de vue de l'urbanisme, donc ça serait le deuxième point d'intérêt, on se place dans un moment de transformation aussi des pratiques, d'un renouvellement des pratiques qui comprend aussi une prise en compte des temps intermédiaires, on peut dire, du projet urbain. Donc là où nous avons des projets urbains qui suivent leur cours, des projets de renouvellement par exemple, sur un temps long, il s'agit de ne pas seulement s'intéresser au devenir du territoire de la ville, mais aussi à ces moments intermédiaires qui ne sont pas uniquement une parenthèse, mais qui peuvent avoir aussi un rôle pour tester des usages, pour répondre à des besoins, parfois urgents. Et donc, cet enjeu pour l'urbanisme amène l'obligation d'intégrer ces activités aussi dans le quartier et par rapport au devenir de ces quartiers, de ces territoires. Du point de vue des acteurs, donc un troisième point d'intérêt, il s'agit aussi d'intégrer ces dynamiques par rapport à la montée en puissance des acteurs locaux, des collectivités locales et notamment des métropoles par rapport à ces questions d'hébergement qui font partie des compétences étatiques, qu'il s'agisse de l'hébergement d'urgence, de l'hébergement spécifique pour demandeurs d'asile. Et donc, au niveau des métropoles, comme je disais, il s'agit plutôt d'une déconnexion entre les politiques d'aménagement et de l'habitat qui essayent en ce moment de rejoindre des questions plus larges que la recherche d'attractivité, de qualité de vie, pour intégrer également la question sociale, la question de l'urgence sociale. Un quatrième point par rapport aux besoins. Donc là, on se situe au cœur de cette question de l'habitat des plus fragiles. Donc, nous sommes face à une augmentation des besoins non couverts par le système classique de l'hébergement d'urgence, de l'hébergement spécialisé. Et aussi, comme la Fédération européenne des associations travaillant avec les sans-abri, la FEANTSA, l'appelait devant un phénomène je vais dire le mot en anglais, migrantisation, donc du sans-abrisme, donc une présence de plus en plus importante des personnes en situation de migration, avec une définition très large de ces catégories de personnes, parmi les personnes sans domicile personnel.
Voilà, donc par rapport à ces différents points, nous allons nous poser des questions sur les outils, sur les processus de montage de projets en habitat intercalaire. Et sur ces points, nous allons accueillir l'intervention de William Lafont et Méline Revlin du groupement d'intérêt économique, le GIE, Ville Autrement, qui œuvre dans le développement urbain de l'Est de l'agglomération lyonnaise. Ce sont des expériences très intéressantes, des avancées, j'ai envie de dire, mais aussi une structure qui rassemble différents acteurs qui travaillent sur ces questions. Ces questions qui mettent ensemble hébergement, logement, hébergement d'urgence, accession sociale à la propriété, mobilité résidentielle. Et pourquoi pas aussi recherche et travail autour des innovations. Ensuite, on va se poser des questions sur l'intégration de l'habitat intercalaire, ces nouvelles manières de faire la ville et d'aborder la question de l'hébergement par rapport aux politiques urbaines, par rapport aux politiques locales de l'habitat, donc l'intégration de ces questions dans ces politiques. Et donc, nous allons accueillir l'intervention d'Aurélie Dufay, donc responsable de service gestion du logement social et hébergement à la direction du foncier et de l'habitat à la métropole grenobloise. Pour ensuite, dans un troisième temps, nous intéresser à un autre aspect de la question, qui est celui des parcours des personnes, mais également du rôle des associations. Et là, nous allons rester toujours sur le territoire grenoblois et à partir des expériences de ces alliances entre acteurs publics et associations, nous allons donc réfléchir à ces relations avec Monique Vuaya, administratrice de l'association APARDAP, donc Association de parrainage républicain des demandeurs d'asile et de protection. Nous allons donc commencer avec l'intervention à deux voix de William Lafont, donc chef de projet aménagement, et Méline Revlin, chargée de mission logement d'abord et mobilité résidentielle au GIE Ville Autrement. Je vous laisse la parole et je vous invite à partager l'écran si vous pouvez le faire. Merci Adriana. Oui, je vais essayer de partager l'écran. Normalement, c'est bon. Si vous l'avez tous sous les yeux, oui, c'est bon pour tout le monde. Bien. Super. Donc peut-être avant de commencer sur dérouler notre approche sur l'urbanisme transitoire, je voulais moi vous présenter un peu ce qu'est le GIE La Ville Autrement. Donc un groupement d'intérêt économique qui rassemble depuis 10 ans maintenant 5 acteurs. Et donc, avec dans l'idée de casser un peu toutes les barrières qui peuvent exister entre le monde de l'hébergement et du logement, en considérant que ces problématiques-là relèvent toutes d'une même crise du logement flagrante en France, et qu'il y avait vocation à essayer de trouver des articulations entre les différents acteurs. Donc, dans ces 5-là, il y a Alinea, qui est une association d'hébergement d'urgence qui s'occupe d'une partie du SAMU social sur la métropole de Lyon. Il y a la fondation Aralis, qui fait des résidences sociales, du logement social accompagné. Il y a Ronson Habitat qui construit et vend des logements en accession sociale, donc en moyenne 20% en dessous du prix du marché. Est Métropole Habitat qui est un bailleur social classique qui gère 17 000 logements sur la métropole de Lyon. Et la SVU qui est plutôt un acteur de gestion de commerce qui a raccroché le groupement il y a maintenant 1 an pour de la gestion de commerce et de rez-de-chaussée d'immeubles. Et donc, l'initiative au départ de ce regroupement, c'est de se dire vraiment, on a des choses à faire ensemble pour essayer de trouver des passerelles entre les différents mondes et faire en sorte de toucher un maximum de collectivités, que ce soit l'État ou la métropole ou les villes, pour arriver à faire avancer, trouver des solutions aux besoins flagrants de logement sur la métropole. Et pour finir là-dessus, et du coup, le GIE s'est structuré d'abord autour de 3 pôles. Le premier, c'était la recherche. Il n'y a pas de hiérarchie entre les pôles, mais il y a un volet, d'abord, un volet foncier, de recherche du foncier pour l'ensemble de ces acteurs, faire en sorte d'arriver à trouver du foncier qui est un élément clé pour la création de logements sur la métropole de Lyon.
Il y a également un service qui s'occupe de l'aménagement et du renouvellement urbain, c'est-à-dire que dès qu'on a du grand foncier, arriver à le rendre constructible et le rendre accessible pour permettre à des logements, à des opérations de logement social ou d'hébergement de sortir de terre, en lien avec les politiques publiques. Et un dernier volet qui est la question de la mobilité, de comment on accompagne les différents publics qui sont logés ou hébergés chez nous, pour, dans le cadre de renouvellement urbain, dans le cadre de démolition, arriver à les reloger, et puis plus largement dans le parcours résidentiel qu'on peut chercher à avoir entre des gens qui sont à la rue vers du logement, arriver à accompagner cette démarche-là avec une dimension sociale et humaine plus forte que ce qu'on peut avoir sur la partie dont je m'occupe, entre autres, sur l'aménagement. Et donc, cette question de l'habitat intercalaire, nous, on y est arrivé d'abord avec cette position d'aménageur et de constructeur de la ville, en se disant, dès qu'on avait une opération où le bailleur cherchait à construire un immeuble sur une petite maison, on a très vite jugé utile de mettre à disposition pendant les 2-3 ans d'études où il ne se passe rien sur le projet, d'arriver à mettre à disposition ces maisons pour des colocs de sans-abri, notamment du coup, en bénéficiant d'une capacité que ça a, de proposer autre chose par rapport aux centres d'hébergement classiques qui sont plutôt sur des groupes, d'arriver à avoir une petite maison où on met 2-3 sans-abri avec un accompagnement ça change clairement du coup l'accompagnement qu'on fait quand on le fait sur des petites unités comme ça. Et c'est ce que permettait ces premiers éléments qui s'appelait Rue Habitat, dispositif Rue Habitat qu'on a lancé en 2013. Et puis, peu à peu, on a élargi un peu le spectre en faisant au maximum d'opérations tiroirs sur des opérations de plus en plus grandes. Ce n'est pas forcément un objet d'aller vers du plus grand, mais l'enjeu, c'est d'arriver à faire à la fois des opérations coûts humains pour des besoins qui se révèlent du territoire et sur des opérations plus grandes, comme sur l'opération de l'autre soir là, qui fait sur un projet d'aménagement de 3 hectares, d'arriver à faire des occupations temporaires. On lie à la fois de l'habitat avec un centre d'hébergement d'urgence qui s'installe et de voir comment, pendant la phase où le projet d'aménagement n'est pas encore sorti de terre, on articule ça avec de l'économie sociale et solidaire et de la culture, dans l'esprit de renforcer au maximum la capacité d'agir des personnes qui sont logées. Donc, un volet un peu large de cette question d'habitat intercalaire ou d'habitat transitoire, et puis qui se fait aussi bien sur du bâti, quand on récupère une maison qui est déjà construite, que sur des terrains vides, où on essaie de développer sur la métropole aussi des solutions modulaires qui puissent nous permettre d'occuper des terrains nus dès qu'on a un foncier en attente de projet, pour pouvoir reloger des familles ou des personnes à la rue. Avec une démarche qui était initialement plutôt orientée vers alors je ne sais pas si mon PowerPoint fait sens, mais une démarche qui était plutôt orientée initialement sur la question du temporaire, parce qu'on ne voulait pas perdre ce potentiel de capacité de loger des personnes à la rue, et qu'on tourne de plus en plus sur une dynamique de transitoire, en se considérant que en fait, l'apport que la présence des personnes qu'on loge a sur un projet, elle est essentielle dans notre manière de construire la ville. C'est souvent une richesse qui apporte quelque chose au projet, qui permet de l'ancrer dans un territoire, d'en discuter dès le départ avec les riverains. On peut faire de la concertation dès le départ, et qu'à terme, au fil du projet, notre enjeu, c'est d'arriver à maintenir cette capacité d'accueil de tout le monde au sein du projet définitif, avec des projets qu'on essaie de réellement, on fait un peu dans la dentelle, dans l'accompagnement, on essaie d'adapter nos logements à plusieurs types de typologies, que ce soit des familles ou des grands isolés ou des grands exclus. Et puis, notre volonté aussi, c'est d'arriver à accompagner ça le plus possible, ne pas faire que du logement, mais d'arriver à le coupler quand on le peut, quand on a des échelles d'action suffisantes, de le coupler avec des actions culturelles et d'économie sociale et solidaire, en se disant que c'est important de retisser du lien avec ces personnes qui sont souvent invisibilisées dans la ville, et que la culture ou l'économie sociale et solidaire, elle permet ça, de recréer cette culture commune qui fait en sorte qu'on a envie de vivre ensemble. Tout ceci pour une ville inclusive qu'on cherche à mener à terme. Et peut-être je vais passer la parole à Méline pour plus de précisions sur différents projets.
Ouais, peut-être que je vais venir un peu plus en détail du coup sur le développement de l'activité sur l'habitat intercalaire, parce que William, je ne vais pas y revenir parce qu'il l'a bien développé. Depuis la création du GIE, en fait, les rencontres se sont faites entre les acteurs du GIE pour amener à utiliser la vacance pour répondre à différents besoins. Et en fait, fort de ces expériences-là, on a développé en fait l'activité soutenue par la métropole. L'activité, elle a été menée avec un binôme, une personne qui était sur plutôt l'ingénierie patrimoniale et une autre personne sur l'ingénierie sociale. En fait, c'est vraiment les résultats au début, les prémices, c'était Rue Habitat, le modulaire, tout ça, et ça nous a amené donc à développer davantage cette activité de manière, alors je ne vais pas dire automatique parce qu'il y a toujours sous réserve que le bien soit disponible assez longtemps et permettre une utilisation, enfin, en tout cas que des travaux assez minimes permettent d'utiliser le bien sur la durée. Mais maintenant, c'est devenu un automatisme et on n'a plus de vacances, de biens vacants en réserve foncière. Donc, ce développement de l'activité, elle a pu se faire également en lien avec plusieurs métiers support de MH, mais aussi fort de notre lien avec Alinéa et sur l'accompagnement des publics. Donc, tout au départ, on a principalement travaillé avec Alinéa, mais après, on a développé un partenariat avec l'ensemble, avec beaucoup plus de partenaires associatifs de la métropole de Lyon. Nous, alors je ne sais pas dans quel point de détail, on y reviendra sur les outils mobilisés, comment on conventionne et avec qui. Ce qui est quand même, alors je retrouve pas ce qui est important à mettre en avant, c'est que la crise, par exemple, du Covid nous a fait un peu un effet booster parce qu'en fait, on a été sollicité une nouvelle fois par la métropole de Lyon pour coordonner une plateforme qui réunissait les porteurs de foncier et les associations qui sont sur les questions de logement et d'hébergement au niveau de l'accompagnement social. Et en fait, l'idée, c'était de répondre à l'objectif au départ conjoint de l'État et de la métropole du zéro remise à la rue. Donc, dans l'urgence, cette plateforme sur l'urbanisme transitoire s'est montée, a permis d'apporter des solutions assez rapidement parce qu'on avait justement déjà les outils en main et on a pu mobiliser les différents bailleurs et en tout cas les 3 OPH de la métropole de Lyon pour mettre à disposition du foncier. Et suite, alors la crise n'est pas la crise du Covid, on ne peut pas dire qu'elle est terminée, mais en tout cas, suite aux réponses apportées pour le zéro remise à la rue, la plateforme sur l'urbanisme transitoire s'est maintenue. Et on a pu constater collectivement un vrai intérêt à se rencontrer, porteurs de foncier et porteurs de projets sociaux, assez régulièrement dans l'objectif de mutualiser les expériences de chacun, d'harmoniser, alors ça c'est un objectif qui n'est pas encore complètement atteint, mais sur lequel on travaille, d'harmoniser les pratiques et de faire part des expériences que nous, on avait depuis des années. Ça a permis à des bailleurs sociaux de mettre à disposition des biens en nous sollicitant pour connaître les outils type quelle convention à utiliser, à savoir en tant que propriétaire, quelles étaient nos responsabilités, quel niveau de travaux on faisait, voilà. Donc, je pense qu'il est intéressant, surtout peut-être pour faire le lien avec la suite, mais en tout cas, le Covid a un peu accéléré, parce qu'il fallait répondre à des problématiques qui relevaient de l'urgence, a un peu accéléré ce travail que nous, on menait, qui a été après soutenu par la politique de la métropole de Lyon. Et ça a permis de mettre en place, en tout cas sur le territoire, une vraie dynamique entre les différents acteurs. Je pourrais évoquer aussi aujourd'hui un projet qui est, je ne sais pas combien de temps on a, alors j'essaie de faire vite, mais on y reviendra, mais un projet qui, je trouve, lie bien les différentes approches qu'on a essayé de vous montrer. On travaille actuellement sur un projet qui s'appelle Le Château sur la ville de Villeurbanne et
qui est une occupation temporaire où le volet habitat est vraiment au cœur de la programmation, où il y a vocation à ce qu'on développe également de l'activité et qui regroupe plusieurs associations, donc des publics différents, en lien complet aussi avec les politiques du logement d'abord. Il faut savoir que S Métropole Habitat, le GIE et S Métropole Habitat et Alinea également, mais sont les parties prenantes des politiques logement d'abord. Et en fait, ce projet nous permet justement de faire le lien sur l'ensemble des approches qu'on avait sur le transitoire. Et si je parle du logement d'abord, c'est que ça nous permet de continuer à nous questionner sur le transitoire, est-ce que c'est toujours par défaut ou pas? Et je prendrai cet exemple. On travaille avec une association qui s'appelle Acoléa, qui accompagne les jeunes sortant, particulièrement les jeunes sortant de l'ASE. Donc, ils avaient monté un dispositif logement d'abord donc qui donnait un accès au logement social, au parc pérenne aux jeunes. Et on s'est rendu compte qu'en fait, très vite, les jeunes, forts de cette première expérience, souhaitaient aller sur un autre type de logement. Et donc, on s'est rendu compte qu'en tout cas, la question de la pérennité dans ce dispositif logement d'abord n'était pas centrale pour ce public-là et que ce même dispositif, finalement, était très adapté à l'occupation temporaire du château. Je ne sais pas si je suis très claire, mais tout ça pour dire qu'en fait, grâce au transitoire, le transitoire n'est pas toujours utilisé par défaut et que grâce à ces nouvelles offres foncières qu'on peut avoir sur le territoire, ça nous permet aussi de multiplier et du coup de multiplier les offres d'hébergement et de logement et de les rendre plus adaptées à la diversité des publics et des situations de vie. Voilà. Je crois que je suis dans les temps. Oui, merci beaucoup, Méline, pour cette intervention. Nous pourrons revenir tout à l'heure, je pense, dans la discussion, peut-être sur certains aspects que vous souhaiteriez développer. Avant de passer à la prochaine intervention, est-ce qu'il y a des besoins de précision parmi les spectateurs? Adriana, il y a une question dans le Je vois une question. Merci. Merci, Anissa. Oui, donc une question de René Balin. De nombreux projets que vous évoquez se situent sur la commune de Villeurbanne. Quel est l'accueil des autres communes de l'agglomération lyonnaise à vos projets? Alors, ils ne le sont pas tous. Là. Il y en a un qui est notamment sur la Mulatière, là, qui est cette maison de maître, donc qui est sur plutôt le sud de l'agglomération. Alors, historiquement, nous, on est plutôt en effet un bailleur villeurbanais, donc c'est aussi le pourquoi du comment. Notre enjeu, c'est bien aussi sur ces projets-là, alors c'est des démarches qui sont assez récentes malgré tout, d'arriver à convaincre derrière d'autres communes de se dire que héberger des gens Oui, Adriana, je crois qu'il y a un problème technique du coup, Oui, William. j'ai l'impression, oui, ça a coupé. Oui, je ne sais pas. Mais ça a coupé des deux, hein, au niveau de Méline et de William aussi. Oui. Je pense qu'ils ont un petit problème. Bon, Gabriel, oui, peut-être répondre. bonjour. Je peux reprendre la main si vous voulez. Bien sûr. Enchanté, Gabriel Sibyl. Donc, je travaille chez S Métropole Habitat avec Méline et William. Donc, juste de compléter ce que William commençait à vous dire, à savoir notre échelle d'intervention potentielle est bien toute la métropole. Et néanmoins, c'est le territoire de Villeurbanne qui nous est le plus favorable, puisque S Métropole Habitat est essentiellement implanté sur l'est de la métropole lyonnaise et que souvent les opportunités se font sur une intervention ou une opportunité initiale portée par le foncier d'S Métropole Habitat. Voilà, d'où la territorialisation que vous voyez sur les projets qu'on peut vous présenter. Ce que je peux juste préciser, c'est que
Aujourd'hui, il y a d'autres projets qui se font sur le reste de la métropole, et néanmoins, la ville de Villeurbanne est particulièrement moteur sur cette thématique. Très bien, je vous propose de continuer avec l'intervention d'Aurélie Dufay et peut-être par la suite, nous allons donc engager la discussion avec les différentes personnes du GIE tout à l'heure. Aurélie? Oui, bonjour Adrena, bonjour à tous. Alors, je ne vais pas devancer les éventuelles comparaisons entre territoires que vous ne manquerez pas de faire, j'imagine. Simplement, vous faire une rapide présentation, principalement technique, sur le degré d'avancement et de réflexion de la métropole grenobloise. Adriana l'a dit quand elle m'a présenté, moi je m'occupe du logement social et de l'hébergement. Et si je le redis, c'est pour bien vous situer, enfin vous permettre de situer mon propos aussi au regard de l'intitulé de ce 12-14. Parce que entre habitat intercalaire et urbanisme transitoire, ce n'est pas forcément les mêmes interlocuteurs ni les mêmes politiques publiques qui sont mobilisées. D'où un exercice de ma part aujourd'hui qui vaut au moment où je vous parle, qui aura peut-être, dont l'exposé évoluera peut-être dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Donc, ces éléments de contexte étant posés, pourquoi, je me suis posé la question, pourquoi UTPT, au-delà de nos relations de travail, m'avait sollicité. C'est intéressant pour moi de partager ça avec vous parce que je pense que c'est au titre de deux fonctions. L'une des fonctions du service dont je m'occupe, c'est d'être en lien avec les bailleurs, les acteurs de l'hébergement et du logement, et notamment au titre du logement d'abord. Donc, c'est un point commun par rapport aux précisions données par les collègues lyonnais. Et une autre des fonctions du service a été celle de porteur ou de monteur de projets, certes modestes, mais j'y reviendrai tout à l'heure, autour de trois démarches. Donc, deux projets d'habitat intercalaire, justement, qui sont mis en place sur le territoire. Ensuite, dans ce que je peux apporter à la réflexion commune, je vous propose de repartir du libellé, du titre de ce 12-14, encore une fois, puisque presque tous les mots sont dans la question, une solution adaptée pour loger les plus vulnérables, mais pas forcément dans le bon ordre. Je m'explique. Les démarches de la métropole autour de l'habitat intercalaire sont en lien avec l'objectif affiché de loger les plus vulnérables. C'est une première réalité. C'est ensuite une démarche que moi je qualifierais plutôt d'empirique, qui s'appuie sur des enseignements que nous avons tous tirés depuis qu'on est dans une mise en œuvre accélérée du logement d'abord, en tout cas que la métropole est présente sur le champ du logement d'abord. En 2019, ça date un petit peu, mais une nuit de la solidarité menée avec UTPT nous avait montré et détaillé les profils des personnes sans abri de notre territoire. Et un certain nombre d'entre elles, finalement, n'avaient pas un profil permettant un accès au logement classique. Et c'est de là que la réflexion empirique est partie, c'est-à-dire dans les personnes les plus vulnérables, il y a bien des personnes qui n'avaient pas accès au logement classique. Adriana a parlé de la migrantisation, un terme que je ne connaissais pas forcément, mais on est bien tombé sur ça, tous ensemble, dans le partenariat. En tout cas, la Nuit de la Solidarité l'a rendu visible. Et puis, il y a une notion aussi qui est liée à ça, finalement, qui est quand on n'a pas accès au logement classique, il y a aussi une notion de coût et de minoration des coûts qu'il a fallu rechercher. Donc ça, c'est pour la deuxième démarche sur les trois que je vais vous présenter. Et puis, la dernière est liée à ce que la métropole
est en train de structurer, de construire, et ça se passe autour de la notion de transition qu'on retrouve également dans l'intitulé de ce 12-14, puisque nous souhaitons positionner la transition, plutôt les transitions, au cœur de l'urbanisme tactique. C'est une autre approche, une autre définition. Vous avez entendu urbanisme transitoire, vous avez aussi l'urbanisme tactique. Ça recouvre à peu près la même chose, si ce n'est cette vision prospective qu'on vient de développer qui est supplémentaire. La métropole est vraiment en cours de définition de sa doctrine. D'ailleurs, il y a une assistance à maîtrise d'ouvrage qui a été, on est en consultation plutôt pour une assistance à maîtrise d'ouvrage pour le site de Grand-Alpes, pour ceux qui connaissent, qui concerne le sud de Grenoble et une partie des Chirolles, où des opportunités d'aménagement sont à construire pour les prochaines années. Dans cette consultation, nous définissons l'urbanisme tactique comme devant contribuer au désirable de demain, en mettant en œuvre cette transition sociale, une transition environnementale et une transition économique. Et c'est là où on rejoint finalement l'enjeu autour de l'habitat intercalaire, puisqu'il s'agit bien de positionner l'habitat intercalaire au cœur de la transition sociale. Voilà, je vais m'arrêter là pour le petit passage techno de l'exposé, mais c'était important pour moi de donner à voir finalement que la réflexion est en cours, qu'elle n'est pas aboutie, qu'il y a un premier enjeu de formalisation, aussi parce qu'il est important dans une phase à venir, j'espère, ensuite de le partager avec l'ensemble du partenariat. Donc, cette partie un peu théorique s'est faite avec et peut-être aussi grâce à l'appui de modalités, de démarches qui, elles, étaient beaucoup plus opérationnelles, puisque sur le territoire, différents acteurs font de l'habitat intercalaire. Moi, je parlerai du côté métropolitain, de ce que la métropole a pu porter, soutenir ou initier, avec 3 exemples. Le premier, enfin 3 exemples pour aussi illustrer finalement la diversité de ce qui s'est fait. Comme sur le Grand Est, sur la métropole de Lyon, la crise sanitaire a sûrement joué un rôle. Alors, je ne dirais pas pour consolider ou répondre à une demande, mais peut-être pour plutôt démarrer une dynamique, en tout cas au niveau institutionnel, puisque pendant la crise sanitaire, alors il n'y a pas eu de plateforme réunissant tous les acteurs. Il y a eu quand même eu des échanges entre l'État et la métropole et les communes et certains CCAS sur l'enjeu de répondre à une certaine demande de personnes sans abri. À ce titre-là, sur un site d'aménagement, enfin une opération d'aménagement a été mis on a monté en fait un site d'hébergement d'urgence sur une commune proche de Grenoble. Cette opération d'aménagement, elle était prévue, donc il y avait tout un portage avec notre établissement public foncier, des projets avec les bailleurs sociaux qui devaient démarrer, et du coup, voilà, les travaux ont aujourd'hui démarré pour du logement social, de l'accession et une pension de famille sur ce site à la Tronche. Alors, ça a été intéressant parce que ce qui a emporté la possibilité de mettre en œuvre ce projet, c'était la force du transitoire, parce qu'il y avait une date de fin. Et ça a sûrement aidé à pouvoir mettre en œuvre rapidement le projet sur cette commune. Une autre modalité, un autre mode de faire qui, encore une fois, réunit l'établissement public foncier et la métropole, mais qui le fait avec d'autres partenaires, avec des conventions d'occupation précaire de biens qui sont en portage. La métropole le mobilise pour un dispositif d'insertion de populations qui sortent de bidonvilles. Ça, c'est un partenariat assez ancien, historique presque, qui date de 2013 et qui finalement répond à cette notion de transitoire, d'occupation transitoire, le temps que des projets se construisent et aboutissent sur des opportunités foncières.
Troisième type de projet, donc sur la ville de Grenoble, ça fera peut-être la transition, parce que ça vous sera sûrement détaillé ensuite par une autre intervenante, sur du collectif d'anciens logements, un partenariat assez large porté par la ville de Grenoble autour de l'urbanisme tactique a permis d'insérer des projets d'hébergement, donc au titre de l'habitat intercalaire, d'hébergement d'urgence. Donc encore une fois, c'était d'être présent aux côtés de l'État sur la nécessité d'une offre à développer, la nécessité d'un côté et puis l'opportunité de l'autre, avec un partenariat réunissant un grand nombre d'acteurs. Ici, on avait, donc je l'ai dit, l'EPF, la commune et son CCAS, des associations, une société, la SPL Innovation, qui se sont réunis, qui ont monté juridiquement des choses ad hoc, presque, pour faire vivre sur le quartier de l'Abbaye différents projets d'hébergement. Voilà, donc là, on était vraiment sur de l'empirique, c'est-à-dire que les montages juridiques nous ont permis d'apprendre, doivent nous servir pour la suite. Et l'ensemble des partenaires qui se sont mobilisés, peut-être sans le savoir, ont formé une plateforme de projet, j'ai envie de dire. Ce n'est pas une plateforme aussi globale que sur le Grand Lyon, mais c'était bien la force du projet et ce qui l'a fait réussir et aboutir, c'est cette diversité, cette mobilisation de ces types d'acteurs. Néanmoins, et je terminerai par ce point-là, on a tous touché justement à l'occasion de nos partenariats, là, ces limites en fait de projets qu'on construit par opportunité et pour lesquels, pour l'instant, sur le territoire, on n'a pas de stratégie, ou pas encore. Notamment, ce qui me paraît une limite forte, c'est le manque d'absence ou de partage de vue globale des potentialités sur le territoire métropolitain, parce que ce qui peut se faire sur le Grand Lyon ou l'Est lyonnais doit se faire à minima à l'échelle de la métropole, finalement, pour pouvoir jongler et avoir cette vue stratégique entre ce qui est disponible, ce qui est disponible étant assez peu important maintenant sur le territoire de la première, de la ville-centre et de la première couronne. Donc voilà sur ce propos, mon propos, il est vraiment, je vous l'ai dit, à l'instant T. Et peut-être que si on refaisait ce 12-14 dans 6 mois ou 1 an, il y aura des développements. Et pour ce faire, il y a des choses qui probablement viennent aussi d'autres acteurs, pas que des institutions, pour contribuer à apporter une dynamique. Merci beaucoup, Aurélie Dufay, de ces témoignages des stratégies en train de se faire, on peut dire, et aussi des retours sur ces expériences qui datent pour certaines d'entre elles déjà, notamment celle d'accompagnement des personnes vivant en squat ou bidonville, des migrants européens. Nous avons 2 questions peut-être que nous pouvons aborder avant de passer ensuite à une perspective davantage axée sur les expériences des personnes hébergées. René Balin pose la question de l'intérêt de la négociation de ces projets avec les riverains, notamment puisque des projets conduits à Paris ont fait l'objet d'attaques de réserve qui voient dans ces projets une façon d'introduire durablement des populations en difficulté. Je pense que la question, elle me dépasse, elle ne s'adresse pas qu'à moi. Bien sûr. Ce que je peux apporter comme élément, c'est ce que la métropole a apporté comme vigilance sur les différents projets, ou apporte comme vigilance à être en lien avec la commune pour l'acceptabilité du projet. Alors, celui qu'on a mené pendant la crise sanitaire sur la commune de La Tronche,
bon, il y avait une forme d'urgence, donc il n'y avait pas forcément beaucoup de contestations sur le moment. Néanmoins, c'est vite arrivé et sur des questions finalement d'aménité qui sont formulées pour ne pas dire le fond de la question. Donc, on l'a vu arriver via l'enlèvement des ordures ménagères, enfin des choses de ce type-là. C'est la commune qui a tenu le cap parce que justement, on était sur une occupation avec une date de fin. Et donc, c'est identifié comme quelque chose qui a facilité le projet. Ensuite, sur la deuxième démarche dont j'ai parlé, quand on est dans du diffus, là, c'est des échanges avec les riverains très proches qu'on a pu mener autour de quelle famille allait arriver. Donc, c'est des choses très précises. C'est peut-être pas duplicable à l'échelle de chaque projet. Et enfin, sur le dernier projet que j'ai évoqué, sur la mobilisation de montée à la Cité de l'Abbaye, là, c'est toujours d'ailleurs une intégration bien plus collective, parce que s'intégrant dans un projet non pas d'habitat intercalaire, mais d'urbanisme transitoire, donc il y a d'autres fonctions, et c'est porté très fortement par les directions de territoire de la ville de Grenoble, avec en amont une interconnaissance de tous les différents acteurs. Donc, ils sont réunis avant que les projets soient opérationnels, se réunissent régulièrement. Il y a aussi eu la mise en place de ce qui a été appelé la boussole, qui est un peu une instance de pilotage et de régulation sur les enjeux de voisinage, justement. Et puis, des animations. Alors, il y a eu fête de quartier, ça tombait bien, c'était la fin, avant l'été, là, sur comment amener ces occupants à vivre aussi dans leur quartier. Mais encore une fois, c'est de l'empirique. Aujourd'hui, voilà, sur le territoire, à ma connaissance, il n'y a pas forcément de formalisation d'opposition, de recours. Une fois que ça peut se présenter, j'ai envie de dire que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi de manière assez classique sur les projets de logements sociaux, des oppositions de ce type-là. Donc, ça ne veut pas dire on sait pas, on sait y répondre tout en sachant ne pas vraiment encore bien y répondre, mais ça fera partie du même lot. Merci. On peut faire un petit retour. Vous souhaitez Bien sûr. qu'on partage une expérience là-dessus? On se disait avec William ce qu'on observe, nous, depuis une petite dizaine d'années sur les projets qu'on peut lancer. Et effectivement, il y a une grande proximité entre l'urbanisme transitoire et logement social. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et je ne vous cache pas, pour mon plus grand bonheur, les riverains ne comprennent plus qu'ils ne soient pas associés à la transformation de leur quartier. Et ce qu'on observe, c'est que si on va voir les personnes assez simplement, sous des formats très divers, porte-à-porte ou réunion publique, en évoquant les choses paisiblement en amont, on passe d'une dynamique de crainte et de rejet, voire parfois de contestations très diverses, mais qui peuvent être violentes, à une logique d'adhésion. Et nous, ce qu'on a constaté, c'est que si on prend l'exemple de l'autre soi, aujourd'hui, les voisins, les habitants sont même impatients que le projet arrive et ils ont tous bien compris que l'urbanisme transitoire a participé à des temps de concertation beaucoup plus variés autour du projet à terme et que l'urbanisme transitoire a permis de faire vivre le lieu sans attendre. Donc, je pense que cet enjeu de la concertation, aujourd'hui, il est fondamental pour éviter qu'ensuite les assos ou les riverains et les usagers des différents lieux se trouvent dans une opposition un peu juste sur un malentendu, parce qu'on constate que dès qu'on arrive à créer un lieu de dialogue, en fait, ça se passe très bien. Et j'ajoute un tout petit point qui est important, c'est qu'on observe aussi que souvent, on parle de concertation, mais que pour que des personnes d'horizons sociaux ou culturels très différents se comprennent, souvent il y a besoin d'un intrant qui est culturel, à savoir, on ne concerte pas pour concerter, on concerte grâce à la culture. Donc ça, c'est aussi quelque chose que sur l'autre soi qui a été permis par le CCO, mais sur d'autres projets par d'autres structures. Et c'est de dire, si je la fais simple, il y a des artistes ou des événements artistiques qui vont permettre à des personnes très différentes de se rencontrer, de dialoguer autour du projet ou d'autres sujets, mais que sans ce terreau culturel, souvent les personnes n'arrivent pas à dépasser leurs différences sociales.
Méline, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose? Non, je ne pourrais enfin, tout a été dit brillamment par Gabrielle Sibylle. Peut-être juste qu'en tout cas, effectivement, le fait, j'ai évoqué tout à l'heure un projet qu'on débute et qui est en cours. Donc, on est en plein dedans sur la réaction des riverains face à un changement radical de public. On travaille sur une OT sur une résidence qui a été une résidence autonomie personnes âgées. Donc, un public, en tout cas, avec qui le voisinage n'avait rencontré aucun problème, en tout cas en termes de bruit, en termes de circulation. Voilà. Donc, un gros challenge aussi pour surtout en fait faire comprendre ce qui va être mis en place pour les associés. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, la question principale, c'est d'avoir, alors là, en l'occurrence, une interlocutrice ou un interlocuteur. C'est surtout, en fait, à partir du moment où, d'une manière ou d'une autre, le dialogue est noué, alors ça peut être via la culture, mais en tout cas, c'est très important que les personnes puissent venir discuter, puissent comprendre ce qui se passe et qu'on soit aussi très clair, parce qu'on parle de concertation, et la question, je crois, contenait le terme de négociation, qu'on soit très clair sur l'espace de concertation et aussi ce qui n'est pas de l'ordre de la concertation, pour que chacun puisse bien comprendre. On ne concerte pas forcément pour savoir si vous êtes d'accord que telle famille vienne. Par contre, on va concerter sur comment on va se rencontrer, à quel moment, est-ce que ça va être à l'occasion d'un événement culturel, d'un marché, voilà. Et je pense que c'est assez important d'être clair dès le départ là-dessus. Nous avons aussi 2 questions par rapport à la fin de ces projets qui interrogent de la part de Thomas Blanco, qui s'intéresse à la manière dont cette fin des conventions, des contrats est gérée par les parties, mais aussi Michel Daran qui se demande qu'est-ce qui se passe avec les personnes, avec les familles ou les personnes hébergées. Comment sont-elles prises en charge quand l'opération prend fin? Alors, Méline, on te laisse répondre pour le GIE? Je n'ai pas entendu ce qui a été dit, mais si personne me coupe, c'est que c'est bon. Ok, merci. Juste en tout cas, jusqu'à présent, au GIE, on a eu, j'allais dire la chance, mais ce n'est pas du tout une chance, on y a travaillé à ce qu'il n'y ait aucune sortie sèche. Alors pour cela, il y a plusieurs choses. En fait, on travaille avec des associations et collectivement, mais selon les échelles, ça peut réunir plus ou moins d'acteurs. Mais en tout cas, c'est un problème collectif. La situation des ménages n'appartient pas à seulement l'association qui les accompagne. Donc, collectivement, on se saisit de cette question-là. Parfois, la solution en intercalaire a permis, en fait, et c'est quand même tout l'intérêt, hein, a permis d'avancer sur le reste de la situation du ménage, donc a permis de débloquer, quand on a suffisamment de temps, une situation administrative qui a été enquistée, a permis de travailler sur l'accès à l'emploi, et donc, quand tout va bien, en tout cas si c'est leur choix, c'est d'accéder à du logement pérenne dans le social ou le privé, enfin, plus souvent quand même dans le social. Donc là c'est la fin, et, en tout cas qu'on souhaite quand c'est leur choix. Et sinon, on travaille justement, alors par le biais de la plateforme, nous en interne avec les différents fonciers qu'on a à dispo, mais aussi tout l'intérêt de développer au sein d'un même territoire la connaissance des fonciers disponibles, de propager la bonne parole, j'allais dire, que plus il y aura de fonciers mis à dispo, moins de sorties sèches seront possibles. Donc, et l'autre chose, c'est que du coup, par exemple, sur la plateforme, on s'est mis d'accord collectivement. Alors, comme toutes les règles, elles peuvent être discutées pour des situations très spécifiques, mais en tout cas, qu'il n'y aurait pas de mise à dispo de foncier nu ou bâti sur moins de 1 an. Enfin, au début, on a 18 mois, puis on s'est dit 12 mois. Parce que quand même, cette question-là de la sortie, il faut avoir le temps de la préparer. Et peut-être par rapport à la question de la gestion, pas des
de la sortie du point de vue des personnes hébergées, mais du point de vue on peut dire, la récupération du foncier ou des locaux. Est-ce qu'il y a des clauses dans les contrats, dans les conventions qui permettent de sécuriser d'une certaine manière l'avancement de ces projets? Je suis pas sûre de bien comprendre, mais en tout cas, de s'assurer quand on a un bien mis à dispo qu'il ne va pas mettre en péril le programme qui suit, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui. Alors, dans les conventions, pareil, ça, c'est un problème collectif qui doit être un problème collectif. Donc, c'est pour ça que nous, on conventionne très rarement en direct et on conventionne avec des associations avec qui, en fait, on est partenaire. On est dans une vraie logique de partenariat. Donc, ça va être bien sûr un partenariat privilégié avec les membres du GIE La Ville Autrement, mais maintenant avec beaucoup d'autres associations où, après, dans la convention, il est stipulé il y a une date de fin et que la personne qui a signé la convention, donc l'association, sera responsable du maintien des occupants. Franchement, jusqu'à présent, donc je parle vraiment sur le volet logement intercalaire, à présent, on n'a même pas eu, on n'a pas eu de problème et même pas eu d'inquiétude quelques mois avant. En fait, les choses se sont appréhendées collectivement et en bonne intelligence. Je me permets de compléter un petit point qui me semble important, c'est que souvent, l'urbanisme transitoire n'est qu'une préfiguration d'un projet à terme dans lequel existera une pension de famille ou une résidence sociale, et que je trouve le grand mérite de l'urbanisme transitoire, c'est de permettre à l'ensemble des partenaires de se dire effectivement, c'est intéressant de faire un projet très social à cet endroit-là. Parce qu'une fois que tout le monde a accepté qu'il y a un CHU temporaire dans lequel il y a 100 à 150 personnes, on se dit le quartier fonctionne très bien. Alors que si on se dit tiens, il faudrait mettre un projet définitif avec 150 personnes là, en général, ça crispe un peu. Donc c'est une manière de faire la ville aussi en douceur, et donc de dire ce ne sont que, souvent l'urbanisme transitoire n'est qu'une préfiguration, ou si je dis les choses autrement, quand on y est, on y reste. Aurélie Dufay, souhaitez-vous rajouter quelque chose par rapport à ces questions de la fin des projets, de la gestion, de la transition justement vers une autre phase des projets urbains? Ça a été dit, l'important, je pense que c'est de partager la date de fin, pour que c'est une sorte de contrat de confiance finalement entre tous les partenaires. Donc, je n'aurais pas grand-chose de plus à rajouter. Très bien. Je vous propose alors, afin de faire la transition vers l'intervention de Monique Viaya, de regarder ensemble un extrait d'une vidéo qui a été réalisée avec des bénéficiaires de cet hébergement dans le quartier de l'Abbaye à Grenoble. Inscrit dans un établissement scolaire, je vais à l'école et je suis en CAP, en première année de CAP maçonnerie. Et depuis que j'ai commencé ma formation, j'ai rencontré des difficultés à trouver un hébergement, un abri où je peux me reposer, faire mon travail, mes exercices après l'école, me reposer et tout. Du coup, je me débrouillais à gauche, à droite. J'ai eu des potes aussi qui m'ont dépanné durant quelques jours et tout, mais ça a toujours été compliqué. Après, je suis passé par la CIMAD et j'ai appris qu'il y aurait une initiative des associations en partenariat avec la municipalité. Et il y a 8 appartements et voilà, 24 jeunes. Donc j'ai eu la chance d'être retenu et voilà, je suis bien content. Je suis même venu avec quelques affaires pour m'installer et voilà quoi. Et aller comme ça crescendo et m'adapter petit à petit. Et voilà, c'est vraiment une très bonne chose pour moi en fait. C'est quelque chose que j'apprécie bien parce que là ça arrive à un moment où j'arrivais vraiment à bout de souffle parce que voilà, depuis le début, voilà,
Enfin, j'ai tenu bon et j'ai été courageux et tout, mais arrivé à un moment, la fatigue commence à se faire ressentir sur moi et tout, parce que c'est compliqué en fait, d'avoir au quotidien ce problème, ce stress, de se dire tout le temps où est-ce que je vais dormir, comment est-ce que je vais faire cette nuit et tout. Et le lendemain de partir à l'école, de faire ses rendez-vous administratifs et tout. Donc ça commence à être pesant, ce stress qu'on a au quotidien de pas savoir jusqu'à la dernière minute en fait. Des fois jusqu'à 18h, 19h, donc on se demande comment est-ce que je vais faire, où est-ce que je vais dormir. On n'a toujours pas de solution et tout, donc c'est pesant, c'est stressant et voilà. Et au bout d'un moment, ça commence à fatiguer, ça commence aussi à jouer sur l'esprit et tout. Oui, merci. Adriana était déconnectée, donc je prends la parole pour donner la parole à Monique Boya, qui est administratrice à la PARDAP et qui a contribué, à ce projet de l'ABI, notamment autour du rôle des associations. Alors oui, le projet de l'abri jeune, d'abord, premièrement, je me présente, je suis Monique Boya, je suis bénévole à la PARDAP et pas du tout administrative, de rien du tout, bénévole tout le temps. Et je suis aussi coordonnatrice du collectif Migrants en Isère qui comporte 21 associations. Et évidemment, l'idée du projet est née à partir d'un besoin qui a été souligné, c'est-à-dire qu'on accompagne des personnes complètement vulnérables et l'entretien de ce jeune en décrit quelques réalités. Ce sont des migrants, souvent des jeunes adultes qui sont pas pris en charge, qui n'étaient pas pris en charge par le département, qui ne sont pas plus quand ils deviennent majeurs et qui sont à la rue. Pas mal d'hommes sont à la rue, plus que les femmes, le 115 n'étant pas en capacité de donner des hébergements à tous les demandeurs. Donc, et puis nous avons mené avec le collectif Migrants en Isère, d'autres associations, le DAL, etc., pendant un an des actions continues, des manifestations, etc., pour soulever ce problème. Ce projet, il est né il y a longtemps, je dirais, d'une rencontre entre les associations et la métropole. En 2019, on avait déjà envisagé d'aller à l'abbaye pendant le temps pendant lequel les logements restaient disponibles. Je précise quand même par rapport aux conversations d'avant que c'est un quartier qui comportait une grande partie de logements sociaux. Et ce sont ces logements sociaux qui font l'objet d'une transformation assez importante, ce qui a supposé, je le dis, c'est très important, ce qui a supposé que la population qui habitait là antérieurement ait été relogée ailleurs, avec sans doute un certain nombre de questions, d'angoisse et de regrets. On le mesure parfois à certains incidents. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc voilà, on n'était pas prédisposé à faire de l'hébergement. Moi, la PARDAP avait une petite compétence parce qu'on avait pu déjà négocier 8 logements. Alors là, je ne sais plus s'il faut dire intercalaires ou transitoires, logements qui restent vacants à la Villeneuve depuis 2017. Dans l'attente d'une réhabilitation en rue. Mais là, on a logé principalement des familles. Et donc, devant l'urgence de cette population de jeunes de 18 à 29 ans, puisque c'est ce créneau-là qu'on a pris, de jeunes hommes, on a cherché une solution à mettre en œuvre cette solution-là. Donc, Aurélie a fait référence au partenariat. On a conduit ça effectivement dans un partenariat à plusieurs et avec 3 associations
qui sont aux côtés de la Pardap, 3 Amis et la CIMAD. 3 Amis, c'est une association locale qui a décidé de créer une école pour tous ceux qui n'étaient pas reconnus mineurs, puis ensuite, maintenant, pour ceux qui sont majeurs et qui ne peuvent pas accéder à des formations. Donc voilà, maintenant, depuis le 8 mai dernier, ça fonctionne. On a procédé à l'emménagement. Alors d'abord, il a fallu sélectionner les candidatures, ce qui n'était quand même pas facile parce que le nombre des sans-abri est quand même très conséquent parmi cette population de jeunes de 18 à 29 ans. Donc on a décidé que déjà sur les 8 appartements, sur les 24 personnes qu'on pouvait héberger, on pouvait essayer de chercher au sein de nos associations, chacune de nos associations, 6 candidats chacun. Donc, on a fait un appel, voilà, et on a eu beaucoup plus de candidats d'ailleurs que d'élus, mais on a pu quand même donner satisfaction à 24 jeunes qui sont issus donc de la CIMAD et 3 Amis, parce qu'on voulait que les jeunes soient aussi suivis au plan administratif par les associations. Et puis, pour le reste, les choses ont évolué. Alors, donc, on a sélectionné les jeunes, on les a rencontrés, on a défini des critères qui consistaient à dire il faut qu'ils aient l'âge, naturellement, mais aussi le fait qu'ils soient sans abri depuis longtemps, le fait aussi qu'ils soient engagés dans des processus qui leur permettent de s'insérer, soit des formations, soit des stages, voilà, de façon à ce qu'ils puissent bénéficier du logement avec un certain nombre de perspectives. Et on est arrivé donc à 24 candidatures. Et puis, on a mis en place ce qu'on appelle, alors d'entrée de jeu là, par rapport à la discussion tout à l'heure, sur la nécessité de bien définir la durée de l'hébergement. Nous, on l'a pour 3 ans. Je ne suis pas sûre que ce soit suffisamment connu. C'est connu des résidents, c'est connu des associations. Je pense que c'est très méconnu des habitants et qu'il y a là encore des choses à faire. On pourra expliquer les raisons. Et puis, on a aussi essayé de faire en sorte que ces jeunes ils puissent avoir des référents adultes, bénévoles, dans chaque appartement. Donc, on a fait en sorte que chaque appartement soit suivi par 2 bénévoles associatifs, de façon à ce que le lien soit rapide, direct, et qu'il n'y ait pas toujours à remonter au petit comité de pilotage qu'on a constitué. Et ça s'avère très utile. Voilà. Et la troisième chose qu'on a faite, c'est qu'on a créé un conseil de montée et ils ont désigné chacun un représentant de leur appartement et on réunit ce conseil de montée tous les mois. Et toujours dans l'optique d'apporter un élément concret à ce qui s'est dit tout à l'heure, le lien avec les habitants est essentiel. Alors nous, on a essayé de le construire à partir de la maison des habitants, de la BI et de son équipe. Et ça a été la première réunion qu'on a faite avec les résidents dans le quartier, où la maison des habitants leur a présenté les activités, a ouvert des portes, un atelier pour construire un vélo, d'autres activités. La maison des habitants aussi a pris l'initiative, enfin, c'est ce qu'on avait concerté avec eux, de leur faire visiter le quartier. Et à côté du quartier, il y a aussi, parler de l'importance de la culture, il y a aussi un atelier artistique, enfin un groupe, disons, d'artistes dans le cadre d'une association qui s'appelle, je crois, Grand Voisin, je ne sais plus, quelque chose comme ça, qui est aussi présent sur le territoire et on essaye d'organiser des liens avec eux.
Donc, voilà un peu où on en est. Évidemment, la satisfaction des jeunes, elle est vraiment très grande, quoi. On a défini une règle un peu dure pour l'instant. Je ne sais pas si on la maintiendra. On a eu le souci de leur dire d'entrée de jeu qu'il fallait qu'ils se préoccupent de l'avenir et on leur a dit que pour chacun, l'hébergement durait 1 an. Et nous aussi, on a la problématique dès maintenant de la sortie, etc. Et donc, on travaille avec eux là-dessus, sur comment ils peuvent envisager l'avenir. Et puis, on reverra peut-être d'ailleurs dans l'ensemble cette idée qui doit se confronter évidemment aux réalités. Voilà en gros ce que l'on a fait. Donc, je n'ai pas insisté sur le partenariat, mais qui est important, parce qu'Aurélie en avait parlé, mais enfin, on est très, très accompagné par la ville, par les services de la ville, par la métropole. Les charges financières sont quand même très largement allégées pour l'associatif par justement un certain engagement de ces collectivités. On a la chance d'avoir la ville de Grenoble et la métropole qui sont membres du réseau Envita, c'est-à-dire les villes en transition, les villes accueillantes, les villes et territoires accueillants, je vais y arriver. C'est donc aussi le signe d'une volonté de développer l'hospitalité. Voilà, il n'empêche que malgré tous ces efforts, quand même, on vient d'essuyer un petit événement qui nous inquiète, quoi, dans la mesure où il y a eu des agressions racistes, ouvertement racistes, qui ont quand même touché un jeune de l'Abri-Jeune. Et là, on est vraiment accompagné par la ville pour que, sans doute, des initiatives plus importantes soient prises pour expliquer le caractère transitoire de cet hébergement. Je ne veux pas développer là-dessus trop, mais c'est pour nous un souci. Alors, pour ce qui concerne l'équipement des logements, on a eu l'apport important d'Emmaüs. Tout a été organisé avec eux, et avec un maximum de confort, puisque chacun a une machine à laver, une cuisinière, la vaisselle. Et je peux constater, pour y aller presque tous les jours, qu'ils consacrent pas mal de temps à faire leur propre cuisine. Voilà. Je ne sais pas si je dois dire d'autres choses. Non, si je voulais dire quand même une chose, c'est qu'on a une expérience quand même, nous, la Pardap, depuis 2017, même depuis 2016, d'un intérêt porté à l'hébergement en lien avec la ville et la métropole. Pour ce qui concerne le lien avec la ville, j'en parle parce que ça va être à nouveau actualisé. La ville avait lancé à l'époque une plateforme pour recueillir des propositions de logements chez l'habitant suite à la découverte qui a été faite de ce jeune sur une plage turque, si ma mémoire est bonne, qui était décédé. Ça avait provoqué pas mal d'émotions. La ville avait lancé un appel. On avait recueilli 70 propositions d'hébergement chez l'habitant sur ce territoire métropolitain. Au-delà d'ailleurs, parce qu'il y avait des gens du Grèce-et-Vautan. Et en lien avec Un Toit pour tous, la ville nous a demandé d'essayer de gérer cette offre, ce que nous avons fait. Une offre qui s'est un peu quand même éteinte depuis un certain temps. Et deuxième expérience qui a eu lieu bien avant que la métro se préoccupe d'institutionnaliser un peu cet urbanisme transitoire, tactique, tout ce que vous voulez. On a pu bénéficier à la Pardap du prêt de ces 8 logements, 9 logements, pendant le temps pendant lequel ils étaient enfin, en attendant les travaux de l'ANRU. Et là, on a logé des familles. Et juste une remarque,
un de nos problèmes par rapport à la suite. Il n'y a pas de limite à l'occupation par ces familles de ces logements pour l'instant. On constate qu'il y a l'effet des procédures qui s'allongent, etc., des tracasseries administratives, du refus de donner des titres de séjour, fait que malheureusement, il n'y a pas de rotation dans ces logements, quoi. Les familles y sont encore. Il y a eu, sur le nombre de logements prêtés, il y a eu 2 départs. Ce qui est aussi important, ce qui nous donne aussi quelques inquiétudes par rapport à l'abri jeune, évidemment. Donc, c'est une expérience assez intéressante. C'est déjà une coopération avec le PFL et la métropole. Et c'est déjà un investissement associatif, une association qui n'était pas du tout destinée à faire de l'hébergement. Mais sous la contrainte, il faut que tout le monde s'y mette. Merci beaucoup, Monique Veilla, pour ces témoignages. Je m'excuse du problème technique rencontré tout à l'heure. Je souhaiterais ouvrir maintenant la discussion. Donc, nous pouvons bien sûr accueillir vos questions. Et aussi, je souhaiterais peut-être essayer de faire des liens entre ces questions que vous venez de soulever, notamment par rapport aux initiatives associatives, mais aussi citoyennes de solidarité. Comment ces initiatives peuvent prendre place dans les projets d'habitat intercalaire au-delà de ces expériences qui ont déjà été évoquées. Donc, quelle perspective pour ces initiatives solidaires? Et aussi peut-être cette question des difficultés éventuelles liées au manque de rotation, aux démarches administratives qui prennent parfois beaucoup de temps, donc qui sont longues et qui ne permettent pas à certaines personnes, notamment en demande d'asile ou d'autres situations, d'aller rapidement vers un logement pérenne ou vers le logement social. Qui souhaiterait réagir? Je me permets de vous partager une expérience qu'on lance sur ce sujet et qui rejoint le témoignage que vous avez fait juste auparavant. On est en train de finir de construire 3 modules qui sont 100% autonomes. Notre idée à terme, c'est que quand les associations, maraudes ou autres, repèrent une personne qui vit à la rue, on lui propose, si elle le souhaite, et après un léger temps de concertation avec les riverains, de poser un module dans une immédiate proximité de l'endroit où elle a choisi de vivre. Donc ça peut être sur une place de parking, ça peut être dans un espace vert ou ailleurs. Aujourd'hui, on les appelle les modules corsaires ou les modules pirates, puisque on ne sait pas si on pourra avoir des autorisations administratives pour poser ces modules, mais je voulais juste vous partez. Pour l'instant, là, on les construit sur un site où ils sont intégrés dans une parcelle où on a le droit de le faire. Et on va regarder comment fonctionne l'autonomie en termes d'électricité, d'eau usée et compagnie. Et puis, une fois qu'on aura un peu testé tout ça, l'idée, c'est d'en construire plus et pour pouvoir proposer à des personnes qui vivent à la rue, soit dans des parcours d'exil, soit autres, des solutions d'hébergement immédiates. Et puis, en se disant, déjà, on vous met à l'abri dans un logement qui vous protège du chaud, du froid, du bruit, etc. Et puis, ou des agressions. Et puis, ça nous laisse le temps de trouver d'autres perspectives d'hébergement ou de logement qui pourraient vous convenir. Voilà, donc juste une petite... pour l'instant, on est vraiment aux prémices de cette expérimentation, mais pour nourrir le débat que vous lancez. De ne pas choisir là où les personnes doivent vivre, mais d'accompagner le choix qu'elles ont parfois déjà pu faire. Une question? Je peux poser une question? Oui, bien sûr. Ces modules, ils sont en dur? Qu'est-ce que c'est? Alors, oui, ces modules, ils sont en dur. Aujourd'hui, le choix qu'on a fait au GIE, c'est d'être le plus souvent possible en conformité avec la réglementation thermique en vigueur.
Donc RT 2012 et bientôt maintenant RT 2020. Et on a aussi choisi de ne pas être sur des systèmes de containers qui ne nous semblent pas intéressants pour des raisons techniques et symboliques. Donc on est là systématiquement sur des structures bois. D'accord. Oui, Méline. Je reprends un peu votre question sur comment, en tout cas nous, concrètement, comment parfois les associations aussi se permettent davantage d'imaginer des projets qui répondent, qu'ils n'inventent pas juste, ils rencontrent un public, des personnes qui vont leur dire, en fait, moi, ce que j'aimerais, c'est d'être dans une caravane à tel endroit ou un appartement en dur, un vrai appartement. En fait, ils nous font part beaucoup plus facilement de ces projets qui sont vraiment qui sont vraiment dans les prémices, en disant pourquoi pas essayer de monter quelque chose, parce qu'on a rencontré quelques personnes qui nous font remonter les mêmes besoins, les mêmes envies, et le temporaire va leur permettre de tester ça. Et après, c'est comme ça qu'il y a des projets qui sont vraiment nés pour répondre à un besoin spécifique. Et en fait, on s'est rendu compte que ce besoin, il était partagé par d'autres personnes. Ça, je parle vraiment dans l'optique de lutte contre le sans-abrisme et essayer d'apporter une réponse qui ne soit pas que de la mise à l'abri. Voilà, qui soit une réponse aussi qui puisse durer dans le temps. Mais le temporaire va permettre aux gens aussi de tester un habitat un peu plus atypique. Voilà. Donc, en tout cas, je pense, le champ des possibles est un peu plus ouvert et du coup, en tout cas, les porteurs de projets nous font remonter beaucoup plus les besoins sans filtre de ce qui est possible et pas possible, parce qu'il y a des choses qui, à l'heure actuelle, ne le sont pas. Et demain, en fait, on va acquérir une maison avec un immense terrain en réserve foncière. Et donc là, potentiellement, ce qui n'était pas possible hier le sera aujourd'hui. Et donc, vous allez dire que je rabâche. Mais d'où l'intérêt de partager au maximum et les projets, d'avoir une sorte de banque de projets qu'on a, qui est développée aussi par la métropole sur les activités, mais qu'on essaye de développer aussi sur le volet habitat, et donner à voir au maximum les offres qu'on a les offres foncières. Voilà. Et la deuxième question, j'ai oublié. Sur les financements, le portage de ces projets, là où voilà, parfois il y a des difficultés de la part des associations, notamment liées à la nécessité de faire durer ces projets ou de trouver d'autres solutions. Moi, je peux donner l'exemple de la façon dont on arrive à financer les charges des logements prêtés. Je ne parle pas de l'abri jeune, des logements prêtés par le PFL. Ils sont financés par des demandes d'aide aux fondations. Certaines fondations sont très sensibles à la question des sans-abri, quels qu'ils soient, et notamment des migrants. Donc, voilà, c'est ainsi qu'on arrive à financer l'électricité, l'eau, les assurances pour ces logements. Mais ça suppose beaucoup d'énergie. La Fondation de France est très investie. Une fondation comme les Petites Pierres, qui est plus locale, sont très sensibles à ces questions d'hébergement. En même temps, il faut des gens qui aient le courage de demander et de remplir les lourds formulaires. Nous, il y a vraiment des situations très différentes. En tout cas, sur les mobilisations en intercalaire, elles ont pu être mobilisées, par exemple, sur l'accompagnement des mineurs non accompagnés, où là, il y avait des financements journaliers par personne qui permettaient assez facilement de prendre en charge la petite indemnité d'occupation. Je dis petite parce que, bien entendu, nous,
il y a des indemnités d'occupation. Les biens ne sont pas mis à titre gratuit parce qu'ils ne sont pas laissés en l'état. En fait, on fait une mise en sécurité, une mise aux normes et nous, on fait des opérations blanches, en fait. C'est-à-dire que l'indemnité d'occupation va être calculée en fonction des travaux qui ont été faits et la période de mise à dispo. Donc, les indemnités d'occupation sont bien en deçà du prix au mètre carré du locatif social, bien entendu. Mais donc, il y a des financements qui sont prévus dans par exemple, si on prend la colocation, enfin les colocations des mineurs non accompagnés. Après, il y a des ouvertures, quand les gens ont des droits ouverts, enfin, il y a la possibilité de mobiliser de l'aide au logement, même sur de l'intercalaire et sur de l'indemnité, enfin, même sur des conventions d'occupation précaires. Et après, il y a vraiment des montages très différents. Nous, on contractualise avec des associations qui ont l'agrément en intermédiation locative, mais il faut savoir que les CCAS, comme les autres, alors je ne veux pas dire de bêtises parce qu'on est quand même écouté, mais j'allais dire certains autres offices publics, mais je n'ai pas la liste exactement en tête, en fait, n'ont pas besoin d'agrément. Donc, par exemple, il est possible avec des collectifs citoyens qui, du coup, vont faire des levées de fonds, des dons, en fait, de diverses manières. Et avec du coup l'intermédiation, enfin en passant par l'intermédiaire du CCAS, on va pouvoir faire des mises à dispo. Le CCAS, voilà, il y a vraiment des montages très différents. Là, je parle sur de l'intercalaire à petite échelle, mais je crois que c'est un peu de ça dont on parlait, donc je me permets. Mais voilà, il y a plein de montages qui ont été faits, qui sont à faire, qui vont être faits. Il y a quand même pas mal de choses. Après, sur la pérennité des fonds, des subventions, on voit bien que, par exemple, ce qui pose problème, c'est pas tant l'indemnité d'occupation, ça va être, par exemple, les charges qui restent, où là, et c'est difficile de trouver des financements. Voilà. Donc, j'ai pas la clé. Merci beaucoup en tout cas, Méline Revlin, de ces éléments qui permettent de montrer également certaines difficultés, pour ne pas dire limites, mais des difficultés à surmonter, notamment à travers des montages qui peuvent être parfois complexes entre différents acteurs, mais qui permettent aussi de trouver des solutions, donc à la fois pour accompagner les personnes, pour financer, pour remettre en norme, remettre en sécurité, donc pour tous ces aspects qui sont intimement liés à la possibilité d'héberger des personnes dans des bonnes conditions, même si sur un temps déterminé. Est-ce que nous avons d'autres questions? Oui. René Balin, par rapport à des coopérations qui se construisent autour des projets, notamment à Grenoble, qu'apporte l'organisation en GIE retenue à Lyon? Avez-vous des idées? Peut-être Aurélie Dufay. Le GIE, comme il nous a été présenté, il vient formaliser un partenariat ou être un soutien au partenariat qui préexistait. Il lui donne une forme, il lui donne un nom, il peut lui donner une régularité. Et moi, ce que je vois, c'est un lieu où on discute d'une vision un peu partagée, stratégique. Je ne sais pas si c'est un GIE, la forme juridique, voilà, mais en tout cas, ce qui porte dans ces missions est quelque chose que, à mon échelle, moi, j'ai essayé d'animer, à co-animer sur des projets. Mais là, on voit qu'il y a une vision qui n'est pas projet par projet, pas que projet par projet. Pour compléter peut-être, moi, par rapport à un objet institutionnel que peut porter une métropole, l'avantage du GIE aussi tel qu'il est conçu, tel qu'on l'a conçu à Lyon, là, c'est aussi, je pense que chacun des acteurs du GIE voit son intérêt à y participer parce qu'Alinéa trouve des terrains pour faire de l'occupation temporaire ou pour reloger, parce que EMH ou Ronson Habitat qui achètent des bâtiments trouve quelqu'un pour les occuper et éviter du gardiennage. Il y a aussi un sujet du coup d'arriver à
à matcher les intérêts de chacun et d'avancer du coup. Et ça rend ce truc-là peut-être plus efficace qu'une réunion institutionnelle où on rassemble tout le monde pour dire on fait des efforts là-dessus. Le GIE en tant que tel, tel qu'il est conçu chez nous, il tient aussi beaucoup sur la confiance des acteurs sans que ça soit forcément, ça passe par la collectivité, même si on est au service d'eux, mais il y a un sujet aussi de flexibilité, d'agilité qui est permis par ça et de petits services entre partenaires qui fonctionnent plutôt bien. Il y a un peu d'informel là-dedans et qui permet de sortir un peu du cadre de temps en temps aussi. Oui, tout à fait. Donc, peut-être pour ramener aussi d'autres éléments dans la discussion, donc au-delà du modèle du GIE tout particulièrement, se pose la question des plateformes de croisement, de coordination pour permettre l'émergence de formes d'organisation de ces initiatives, que ce soit en impliquant directement les acteurs publics comme chefs de file ou pas. Donc, il y a aussi ce côté informel, comme l'a appelé Liliane Lafont, où tout simplement une certaine délégation aux acteurs associatifs, aux acteurs parapublics, aux organismes de logement social qui peuvent prendre en charge plus directement ces questions-là, avec bien sûr un soutien politique derrière. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions? Oui, une main levée. Oui, bonjour. Je me permets juste de compléter. Donc, Étienne Fabrice, le GIE est venu en force aujourd'hui. Par rapport à cette interrogation, comment dire, je pense qu'on a montré l'intérêt du GIE, il est réel. On a aussi des difficultés. Enfin, il ne s'agit pas de dire que tout ce qu'on fait se passe sans difficulté. Je ne crois pas qu'il y ait un modèle idéal, entre guillemets. Enfin, il y a des stratégies d'alliance entre acteurs aussi, dans un contexte donné. Ce que je voulais simplement souligner, c'est que tout ça prend du temps aussi. C'est-à-dire que ça a été largement illustré par les différents témoignages de William et de Méline. C'est que de là où on est parti, on est vraiment parti par pragmatisme, sur des opportunités immobilières et de façon très opérationnelle. On a fait la démonstration que c'était possible. Progressivement, on a pu élargir la relation de confiance qu'évoque William, elle est très importante entre les membres du GIE, et le GIE, il permet ça, c'est d'avoir une espèce de communauté de destin, une complémentarité entre les acteurs où tout le monde est impliqué dans les projets. Mais une fois qu'on a fait la démonstration avec une volonté des directions générales de travailler ensemble, on peut le faire avec d'autres acteurs parce qu'on a montré que c'était possible et que toutes les réticences qui sont réelles, de se dire comment ça va se passer pour la sortie, etc., en fait, dès lors qu'on a fait la démonstration que c'était possible de gérer ces questions-là, on peut ouvrir le jeu, on va travailler avec d'autres acteurs. Et aujourd'hui, en termes d'étapes, par exemple, on ne travaillait au départ que sur du foncier dont était propriétaire un des membres du GIE. Aujourd'hui, on arrive à travailler sur des fonciers qui n'appartiennent pas à un des membres. Voilà, donc je pense que ce qui est, encore une fois, même si on est très content de pouvoir témoigner et on est plutôt assez fiers de la plupart des réalisations qu'on porte, on ne prétend pas être unique, il n'y a pas une forme unique, il n'y a pas que de l'exemplarité, on se prend aussi parfois des gamelles, mais surtout, je pense que c'est important de prendre la mesure du temps qui est nécessaire pour que ces sujets-là se structurent, se concrétisent et changent d'échelle. C'est pas non plus tout à fait neutre de se dire que la métropole de Lyon, avant qu'elle ne soit métropole, ça fait une vingtaine d'années, même si le GIE a travaillé en parallèle, la métropole de Lyon, ça fait 20 ans qu'elle met à disposition du foncier temporairement à des associations. Et voilà, il y avait aussi les choses, elles s'imbriquent. Aujourd'hui, ça rejoint et des volontés opérationnelles et des politiques publiques, et c'est tant mieux. Mais ça fait quand même maintenant quelques années qu'il y a déjà eu beaucoup d'initiatives d'engagés. Oui,
Moi, j'ai une question là pour vous. Est-ce que, du coup, est-ce que ça a supprimé une responsabilité dans ce domaine au sein des effectifs salariés de la métro, ou bien c'est imbriqué ou c'est complètement extérieur? Non, non, c'est tout à fait à part. En fait, le GIE, donc on est une vingtaine de salariés dédiés pour les membres, pour l'activité des membres. En termes de gouvernance, parmi les 5 membres qui ont été évoqués par William en amont, il se trouve qu'il y en a parmi les plus importants qui sont, on va dire, sous l'égide, qui travaillent étroitement avec la métropole, mais on n'a pas une gouvernance, on n'est pas rattaché à la métropole. Donc, en fait, la métropole, dans le cadre du territoire de mise en œuvre accélérée du logement d'abord, a pu nous permettre aussi de financer une partie de l'ingénierie pour consolider des postes dans le binôme qu'évoquait Méline. On a pu bénéficier d'un fonds de roulement pour une avance sur travaux, puisqu'en fait, le modèle, alors ce n'est pas des choses qui sont indépassables, il faut juste amorcer la pompe. Une fois qu'on a dit que les indemnités d'occupation permettaient de couvrir les travaux, il faut quand même avoir un fonds d'amorçage pour bénéficier de… Mais en termes de moyens humains, le GIE, sa raison d'être, c'est de travailler avant tout pour ses membres, comme tout GIE, et on va dire qu'on est au service de l'intérêt général et des politiques publiques, et que dans ce cadre-là, il nous arrive, avec les membres, de travailler avec d'autres partenaires. Mais il n'y a pas de… pour dire les choses peut-être différemment, la métropole ne nous a pas délégué l'occupation temporaire du foncier qu'elle avait temporairement disponible. On essaye de croiser tout ça, parce qu'encore une fois, moi je trouve très intéressant que ce sujet soit porté dans le 12-14 d'aujourd'hui, mais comment dire, ce sont des réponses qui ne sont pas anecdotiques, qui, lorsqu'on peuvent être même assez significatives, et il faut pouvoir les mettre en œuvre sur un marché tendu, mais ce n'est pas ça qui va résoudre non plus quantitativement la question du sans-abrisme et de la crise du logement et de l'hébergement dans l'agglomération. Ça reste, encore une fois, significatif, mais ça doit rester en complémentarité de réponses qui quantitativement doivent être plus significatives. Merci beaucoup pour ces éléments complémentaires. Nous pouvons peut-être prendre la dernière question qui a été posée sur l'utilisation de fonds européens éventuels, donc FEDER, FSE, pour financer tout ou partie de vos projets. Est-ce que cela a été envisagé ou déjà réalisé? Alors, je réponds du coup pour le GIE. Nous, on a eu une opération, c'est pour le projet de l'autre soir, ce qui nous a financé une partie des modules. On a donc 51 modules qui permettent de loger 21 familles. Qui sont réadaptables ailleurs en formation à accueil de personnes isolées. Et ça, on se les fait financer dans le cadre d'un projet qui s'appelle Urban Innovative Action, donc UIA, porté par et donc c'est plus largement sur le projet de l'autre soi qui a accompagné ça. Et donc là-dessus, on a 750 000 € qui sont fléchés sur ces modules-là. Ça fait à peu près 45% de leur prix de revient qui est financé par ça. Donc oui, c'est un levier fort, mais c'est souvent, alors nous, dans nos projets à nous, ils sont du coup, dans le projet de l'autre soi, ils sont beaucoup liés au projet global qu'on construit, très multipartenarial. Et donc, je ne sais pas si on arrivera à en prendre que sur un des projets pointus, quoi. Peut-être pour compléter ou faire écho sur des projets précis, enfin des petits projets, parce que nous, on a plutôt développé des petits projets. Ça n'était pas soit dans le calendrier, soit c'était pas assez global comme approche pour pouvoir prétendre à des fonds européens. Au niveau de la métropole, on réfléchit pour redéposer quelque chose auprès sur ce même axe-là de l'Urban Act dans la prochaine génération de fonds. Très bien, merci. Donc, c'est un des financements possibles dans ce montage complexe.
notamment à partir des initiatives de la Commission européenne d'encourager les actions innovantes. Ce n'est pas, si je comprends bien, un financement permettant à long terme de financer, par exemple, l'accompagnement ou un aspect en particulier sur la durée. Alors, oui, enfin, ce que nous finance, l'Europe, elle aime bien financer les éléments qui ne se perdent pas après. Donc là, ce qu'elle nous finance, c'est les modules qui ont une durée de vie de 15 ans. Et donc, il s'assure que l'investissement sert après. Donc, ça marche pour des modules, ce qu'on arrive à choper du fonds FEDER, sur des bâtiments qui restent 2-3 ans et qui ensuite sont démolis pour faire autre chose. Enfin, ça, moi, j'ai pas l'expérience et je ne sais pas dire. Mais il y a ce volet-là, ils aiment bien surtout donner de l'investissement qui... Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou envie de rajouter des compléments à la discussion? Très bien. Merci beaucoup à l'ensemble des intervenants pour ces interventions très riches et stimulantes. Je vous propose donc de nous arrêter là pour ce point sur l'habitat intercalaire qui est à ses débuts. Donc, j'espère qu'on aura l'occasion de faire le point dans un certain temps, notamment pour voir au niveau de la métropole de Grenoble ou de l'ensemble des acteurs locaux grenoblois les avancées qui peuvent être, je pense, très rapides après cette crise sanitaire qui, on l'a vu, a fonctionné comme un déclencheur ou plutôt comme un accélérateur de cette prise de conscience de l'importance de l'implication des acteurs locaux par rapport à cette question de l'hébergement, de la mise à l'abri des plus précaires, des personnes les plus fragiles. Donc, question par rapport à laquelle on a vu que la montée en puissance ne peut se faire qu'à travers des partenariats complexes, des montages complexes pour lesquels on doit trouver les clés et où on ne peut pas faire l'économie de ne pas associer à la fois les acteurs publics, donc la métropole, mais aussi les villes, les CCAS, donc l'ensemble des institutions et les associations, voire les bailleurs sociaux, donc d'autres acteurs de la solidarité. Pour ce mot de la fin, peut-être ne pas oublier les spécificités de ces projets qui ont quand même au cœur la participation des riverains, des habitants, pour préfigurer le projet à terme, donc pas seulement pour travailler une acceptation, une culture partagée, un voisinage avec les personnes hébergées, mais aussi pour permettre de travailler ensemble, une autre manière de faire la ville et donc de concevoir ensemble ces projets. Et enfin, cette nécessité de concevoir l'habitat, même des plus précaires, dans un sens très large, qui intègre beaucoup d'aspects qu'on ne peut pas laisser de côté afin de pouvoir permettre à ces projets d'être viables. Donc, la question de l'accompagnement, mais aussi de l'éducation, l'accès à l'emploi, et tous les autres aspects qui permettent aussi de faire le pont entre questions sociales et questions d'aménagement, d'urbanisme, et donc de mieux intégrer pour pouvoir trouver des solutions qui peut-être un jour pourront être à la hauteur des besoins. Merci encore et donc je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, Adriana.